Le soldat de première classe Vincent Romano est recroquevillé au sommet d'un chêne gelé, à 40 pieds au-dessus du sol enneigé. Il fixe intensément les 23 soldats allemands, qui traversent le brouillard en contrebas. Il ne lui reste que 6 balles dans son fusil. Personne ne pouvait imaginer qu'au cours des 72 prochaines heures, il restera immobile sur place et abattra 87 soldats ennemis, réécrivant complètement toutes les règles du manuel de tactique de tir de l'armée américaine. Et c'est pour cette raison qu'il sera jugé par une cour martiale. La température descendra à 8 degrés Fahrenheit et l'air expiré se condensera instantanément en cristaux de glace. Sa joue est plaquée contre le M1903A4 Springfield. Le métal froid, presque à travers l'écharpe de laine qui lui couvre le visage. Les soldats allemands en uniforme gris de campagne en dessous avancent comme des fantômes dans la brume matinale. C'est le début de la bataille des Ardennes. Une unité de reconnaissance de la Waffen-SS infiltre les lignes américaines. Romano vise à travers la lunette de son 330C et verrouille le chef de file allemand à 800 mètres. Ce soldat allemand s'arrête. Il lève la main pour abriter une allumette et allume sa cigarette. Le doigt de Romano effleure lentement la détente. Le fusil recule violemment. Le soldat allemand tombe sur le côté dans la neige. La cigarette au bout de ses doigts brûle encore. Il lui reste 22 cibles. À cet instant, il ne sait pas que ce tir va déclencher une chasse qui fera trembler toute la division SS. Ce tir va enfreindre toutes les règles d'or de la tactique de sniper concernant le changement de position. Ce tir prouvera que l'arme la plus mortelle au combat n'est jamais celle avec la cadence de tir la plus rapide, mais la volonté de tenir sa position sans jamais reculer. Vincent Romano, chef du secteur de Brooklyn. Nous ne sommes qu'à 3 pâtés de maison du quai. Mon père déchargeait les cargos au quai. Ma mère faisait le ménage dans un immeuble de bureau à Manhattan. À l'âge de 12 ans, il chassait des pigeons sur le toit de l'immeuble. Avec une carabine. 22 empruntés. Il les revendait 1500 l'unité au restaurant. À 14 ans, rien qu'avec une mire mécanique, il pouvait toucher une boîte de conserve à 200 mètres. Ce quartier a toujours produit des boxeurs, des dockers et des voyous. Mais Romano était différent. Il passait ses journées sur le toit à contempler toute la ville, cultivant une patience hors du commun. Pendant que les autres enfants jouaient au hockey dans la rue, il observait les changements de vent, étudiant l'effet de la température sur la trajectoire, analysant comment la chaleur de midi déformait la mesure de distance visuelle. Il s'entraînait à rester immobile pendant des heures. Il découvre que la vue des pigeons est exceptionnellement perçante. Le moindre mouvement brusque fait s'envoler les oiseaux. Seule une approche extrêmement lente permet de ne pas alerter la proie. Et cette technique, perfectionnée sur les toits de Brooklyn, lui sauvera la vie plus tard dans les forêts de Belgique. 3 jours après l'attaque de Pearl Harbor, Romano, âgé de 19 ans, s'engage. L'armée remarque rapidement ses résultats de tir impressionnants. Il a obtenu le titre de tireur d'élite de première classe dès sa première évaluation, touchant le 1000 à 300 mètres. Il a été envoyé à l'école de sniper du camp Perry dans l'Ohio. Les instructeurs ont répété les règles tactiques. Tire une fois, change de position. Ne tire pas plus de 3 fois depuis la même position. Les tireurs d'élite ennemis localiseront votre position grâce au flash du canon. Rester sur place équivaut à se condamner. La procédure opérationnelle standard exige que le tireur d'élite change constamment de position pour survivre en mouvement. Romanov écoutait attentivement. Il comprenait la logique de cette tactique, mais il savait aussi très bien que ces préceptes étaient conçus pour un champ de bataille ouvert, et ne s'appliquaient absolument pas à la forêt dense. Il ne pouvait plus supporter l'ennemi, et ses attaques folles avec une force écrasante. Mais à ce moment-là, il a choisi de se noyer. Jusqu'en décembre 1944, il avait combattu sur le front européen pendant 7 mois, de la Normandie à Saint-Lô, puis à la forêt d'Urtgen. Il avait confirmé un total de 38 tués. Un palmarès impressionnant. Les tactiques standards sont d'appliquer le tir selon le manuel et de se replier pour survivre. Il a vu de ses propres yeux des camarades mourir pour avoir tenu leur position. Miller, dans le clocher de l'église près d'Énatan, a tiré 4 coups. 16 minutes plus tard, les Allemands, un obus de 88 mm a rasé tout le beffroi. Sullivan tirait depuis le grenier d'un ancien entrepôt près de Stolberg. Dans le grenier, le bombardement au mortier a fait s'effondrer directement le bâtiment. Ses camarades n'ont retrouvé que des morceaux de ses membres. La leçon fut terriblement douloureuse. Seule la mobilité peut assurer la survie.
jusqu'à ce que les combats éclatent dans la forêt d'Ardennes. Le 16 décembre 1944, Hitler lança sa dernière offensive majeure. 28 divisions allemandes percèrent les lignes tenues par seulement 4 divisions américaines et leur soutien. Durant les 6 premières heures, 41 compagnies allemandes submergèrent cette compagnie américaine. La ligne de défense américaine s'est effondrée. Les troupes se sont dispersées en déroute. Les communications ont été totalement rompues. D'innombrables petits groupes de soldats se sont retrouvés isolés et sans aide. L'escouade de 12 hommes de la 99e division d'infanterie de Romano s'est repliée au plus profond des bois denses au sud de Rocherat, sur une pente surplombant une route forestière. Ils se sont retranchés avec acharnement. C'est un excellent poste de défense. La vue est dégagée. Les arbres offrent un couvert naturel. Bientôt, les silhouettes allemandes sont apparues. Ce n'était pas la Wehrmacht ordinaire, mais la 12e division blindée des SS. La division SS Hitler jugeant cette unité fanatique et combative. Ils percent rapidement les lignes américaines, se dirigeant droit sur Malmedy. Et la route forestière sous les pieds de Romano est leur seul chemin possible. L'escouade d'infanterie et les véhicules d'accompagnement. Le flot de transport allemand en moto est incessant. Les munitions de l'escouade américaine ne suffiront que pour 3 jours, et sans aucun espoir de ravitaillement. Les Allemands contrôlent un rayon de 5 miles autour d'eux. La radio a été détruite lors du premier bombardement. Ils sont devenus une force complètement isolée. Selon le manuel tactique, ils devraient se replier et se mettre à couvert maintenant, en attendant de rejoindre la ligne de défense alliée. Mais venant de South Boston, le sergent Patrick de l'escouade, O'Brien, regarda la route en contrebas et rejeta catégoriquement l'idée que les Allemands aient tendu un piège entre nous et nos alliés. Le moindre mouvement nous trahirait. Être trahi, c'est la mort assurée. Il vaut mieux cacher nos traces et attendre le passage des Allemands. Mais Romano a vu une autre possibilité, une chance de renverser le cours de la bataille. Cette route forestière est la ligne de ravitaillement vitale des Allemands. Chaque petite unité qui passe par ici achemine des munitions vers le front, des ordres et des renseignements. Si nous parvenons à éliminer suffisamment d'ennemis ici, nous pourrons perturber le calendrier de l'offensive allemande. Peut-être même gagner un temps précieux pour l'arrivée des renforts américains. Mais pour atteindre cet objectif, il devra enfreindre toutes les règles que l'école de sniper lui a enseignées. Il devra tenir cette position pendant des jours, tirer des dizaines de balles sur place, pour que le contre-sniper allemand localise sa position, pour subir les tirs de mortier et d'obus, pour attendre la mort. Ce jour-là, il n'a pas révélé à O'Brien cette idée folle. Le 17 décembre, le flot incessant de transports allemands continuait. Romano a compté 47 soldats allemands ont emprunté cette route pendant la journée. La plupart étaient des éclaireurs. Il y avait aussi des agents de liaison à moto. À midi, un véhicule de commandement d'officier est même passé. Il a tout observé à travers son périscope, mais n'a tiré aucun coup. Le moindre coup de feu aurait pu révéler l'emplacement de l'escouade. O'Brien ordonne à tout le monde de rester silencieux, mais Romano fixe la route. Il aperçut avec acuité le rythme de marche des Allemands. Un groupe passait toutes les 45 à 60 minutes. C'étaient surtout de petites unités de 4 à 8 hommes. Ils marchaient de manière désordonnée. Ils ne s'attendaient absolument pas à ce que les Américains s'infiltrent si profondément dans leur ligne de défense. Ils n'envoient ni flanc de reconnaissance, ni éclaireur pour ouvrir la voie. Ils marchent simplement le long de la route, fusil à l'épaule, conversant joyeusement. C'est une cible parfaite pour un sniper. Dans la nuit du 17 au 18 décembre, Romano a trouvé O'Brien. Cet ouvrier du bâtiment au style pré-guerre sino-américain, du ghetto de Boston, ne craignant rien ni personne. Il ne redoutait ni l'autorité des officiers, ni la férocité des Allemands. Romano respectait son cran. Cette route forestière, si Romano me le demande, je peux l'empoisonner complètement. O'Brien le fixe. Le manuel du tireur d'élite stipule qu'il faut bouger après un tir. Le manuel a été conçu pour un champ de bataille classique. La situation est complètement différente maintenant. Si tu restes figé à un endroit, les Allemands finiront par te localiser. Des obus de mortier, des tireurs d'élite anti-sniper. Si tu ne bouges pas, tu vas y laisser ta peau. Peut-être, mais je peux paralyser complètement cette route. Les forcer à faire un détour, ralentir leur vitesse d'attaque. O'Brien sort une cigarette. Mais ne l'allume pas. Combien de coups prévoyez-vous de tirer? Jusqu'au cimetière. Le commandement stipule un maximum de 3 tirs par position. Le commandement ignore totalement notre situation actuelle. O'Brien le dévisagea un long moment. Savez-vous ce que vous faites? C'est de la désobéissance. Un crime passible de cour martiale.
à condition que nous soyons encore en vie pour être jugés. Vous le faites en connaissance de cause. Je dois le faire. O'Brien alluma enfin sa cigarette. La fumée s'élève dans la nuit froide. Je ferai semblant de n'avoir jamais entendu cette conversation. Fais selon ton jugement. Mais si les mortiers allemands tombent, je ne pourrai pas dégarnir pour te sauver. Tu devras te débrouiller seul. Romano hocha la tête. Je comprends cette nuit. Il a passé 2 heures à se préparer. À 60 yards derrière la position de l'escouade, il a trouvé une énorme branche de chêne qui s'étendait à 40 pieds du sol. Il a grimpé dans le noir sur le tronc, testant une par une la capacité portante et le champ de vision des branches. Il a finalement choisi l'intersection de 3 branches. Ici, une plateforme de tir naturelle s'est formée. Le tronc d'arbre épais derrière lui peut arrêter les balles. Le feuillage dense autour offre un camouflage parfait. La route forestière à 800 mètres est en pleine vue. Il utilise le cordon de son parachute pour s'attacher fermement au tronc. Il recouvre son abri de branches de pin pour se camoufler. Il a de nouveau empilé 20 cartouches de munitions à portée de main. Lac de Lianchui. Les rations de campagne et les couvertures de rechange en laine sont disposées parfaitement. Cette plateforme de tir ne fait que 3 pieds de large et 4 pieds de long. Pendant les 3 prochains jours, il sera accompagné de la mort. Dans cet espace restreint, ses mains tremblaient sans cesse pendant qu'il travaillait. Non pas à cause du froid, mais parce qu'il savait parfaitement qu'une fois que les mortiers allemands auraient verrouillé cette position, ce chêne deviendrait son cercueil. À 12 mètres de haut, il n'aurait aucune chance de s'échapper. Les éclats d'obus l'auraient mis en pièces avant même sa chute. Mais s'il choisit de reculer, les Allemands utiliseront cette route sans entrave pour acheminer des ravitaillements et des renforts. Leur offensive sera plus féroce. Plus de soldats américains mourront. Il s'est engagé pour tuer des Allemands. Il est temps d'accomplir cette mission efficacement. 18 décembre 1944, 6h23 du matin. Le jour commençait à poindre. Romano était déjà sur la ligne de défense dans le bosquet de chêne depuis 2 heures. Tout était recouvert de givre. Son souffle se condensait en une fine brume dans l'air immobile. Seuls ses yeux étaient visibles. Le reste de son corps était bien emmitouflé. Les lentilles de la lunette ne doivent pas être couvertes non plus, pour minimiser l'exposition des reflets. À 6h47 du matin, le premier groupe de soldats allemands apparaît. 6 SS marchent vers le sud le long de la route. Ils n'ont pas l'air d'avoir plus de 18 ou 19 ans. Ils portent leurs fusils sur l'épaule. L'un d'eux fume une cigarette. 2 d'entre eux discutent, avec une allure décontractée, derrière plusieurs lignes de défense. Ils se croyaient absolument en sécurité. Romanov attendit qu'il soit au centre du champ de vision, estimant la distance à environ 830 yards. Il retira le cache de sa lunette. Il verrouilla le soldat de tête, en fonction de la faible direction du vent, à 3 miles à l'heure. Ajustez légèrement la trajectoire de gauche à droite, puis appuyez sur la détente. Ce soldat s'est effondré. La balle a touché son torse. Les autres sont tombés dans la panique, se jetant dans la neige de chaque côté de la route. Tirant à l'aveugle, il tente de localiser l'origine des coups de feu. Romanov ne ralentit pas un instant. Il verrouille immédiatement sa deuxième cible. Un coup de feu, un homme tombe. Le soldat s'écroule dans le fossé au bord de la route. Les 4 soldats allemands restants tirent à l'aveugle en direction de la colline, mais sont totalement incapables de déterminer sa position exacte. Le froid intense entrave la propagation du son. À 800 yards, la lueur du canon est difficile à repérer. Romanov ne se presse pas. 3e tir, 4e tir, tiré successivement. Le 4e a manqué. Le soldat allemand a esquivé au dernier moment. Puis le 5e tir a touché sa cible. Les 2 derniers soldats allemands firent demi-tour et s'enfuirent vers le nord, terrifiés. Romanov anticipa leur trajectoire de fuite. Il tira un coup. Un soldat allemand s'effondra dans la neige. L'autre réussit à s'échapper en contournant le virage. 90 secondes, 6 balles, 5 morts. Il attendit tranquillement. 23 minutes plus tard, 15 soldats allemands arrivent par le nord. Cette fois, ils sont prudents. Ils avancent en utilisant le terrain comme couverture. Un sous-officier dirige le groupe. Ils ont déjà localisé approximativement la direction des coups de feu, mais ils ne peuvent pas déterminer l'endroit exact. Romano attend qu'il s'approche du corps du soldat tombé, les regardant s'attrouper pour examiner la scène. C'est une erreur fatale d'amateur. Les troupes d'élite ne se regroupent jamais ainsi. Il ouvre le feu résolument. Un soldat allemand tombe. La foule se disperse à nouveau. Il tire de manière irrégulière. Le deuxième,
le troisième tir. Le quatrième tir fait tomber 3 autres hommes. Les survivants s'enfuient en déroute. 10 balles pour cette salve. 9 hommes sont morts. La chasse du matin ne fait que commencer. Ce jour-là, les Allemands ont lancé 3 assauts. Chaque fois, ils envoyaient plus de troupes. Mais à chaque fois, ils ont été forcés de battre en retraite par le tir de sniper de Romanov. Jusqu'au coucher du soleil, le 18 décembre. Il a tiré 34 balles au total, confirmant 29 morts. La route forestière fut plongée dans un silence de mort. On ne vit plus un seul soldat allemand. Ce soir-là, O'Brien est monté au chêne pour lui apporter de l'eau et des rations. Voyant son visage violacé par le froid, il n'a pu s'empêcher de lui dire « Tu es vraiment un fou, bordel !» Romano sourit. « Peut-être. Les Allemands vont vite localiser votre position. Le mortier va bientôt vous tomber dessus. Peut-être, non, c'est une certitude. La question est, combien de temps tiendrez-vous » Romano peinait à ouvrir la boîte de rations de campagne. Ses doigts étaient déjà gelés. Ne cesse de donner des ordres, jusqu'à ce que la mission soit accomplie. O'Brien regarda la route déserte en contrebas, avec un ton complexe. « Tu as vraiment coupé cette ligne de ravitaillement. Ce n'est qu'un début. » 19 décembre 1944, 4h47 du matin. Romano a veillé toute la nuit au sommet du chêne. La température est tombée à 4 degrés Fahrenheit. Il a serré tous ses vêtements autour de lui, mais le froid mordant s'infiltrait partout. Vers 2 heures du matin, ses pieds étaient complètement engourdis. Ses mains étaient presque immobiles, mais il n'a pas bougé d'un pouce. À l'aube, les Allemands attaquent à nouveau. Cette fois, ils ont envoyé 23 soldats, en formation d'assaut tactique standard, en ligne de tirailleurs espacés de 20 pieds, utilisant pleinement le couvert du terrain. Cette unité est clairement mieux entraînée que les Allemands d'hier. Un officier dirige l'avancée par des gestes. Romano attend patiemment qu'ils entrent dans sa zone de tir, puis il ouvre le feu. La première balle tue l'officier. La tactique de décapitation sème toujours la confusion chez l'ennemi. Sans commandement, la formation allemande s'effondre instantanément. Romano les élimine un par un, de gauche à droite. Il arme et vise. Ses mouvements de tir sont aussi fluides qu'une machine. Ses techniques de chasse aux pigeons sur les toits de Brooklyn déploient maintenant une puissance mortelle sur le champ de bataille. Après avoir abattu 7 hommes, les Allemands ont finalement localisé sa position approximative. Les balles commencent à cribler les branches. Autour du chêne, des éclats d'écorce volent. Une balle a frôlé son cuir chevelu. Il a même entendu le sifflement de la balle supersonique fendant l'air. Il n'a pas reculé d'un pouce, continuant d'appuyer sur la gâchette. 11 personnes, 12 personnes. Les survivants se sont complètement effondrés et se sont dispersés pour sauver leur vie. Romano tire sur les 15 personnes qui s'enfuient. 16 personnes, dont 7 parviennent à s'échapper. 21 balles tirées cette fois. 16 personnes tuées. Ses mains commencent à trembler. Non pas de peur, mais à cause du froid intense et de l'adrénaline. Il recharge ses munitions. Ils attendent tranquillement la prochaine offensive. Les Allemands ont finalement changé de tactique. Ils ont fait venir une équipe de mitrailleuses. Ils ont établi une position de tir à 850 yards au nord de la route. C'est une tactique intelligente. Utiliser le feu de la mitrailleuse pour supprimer sa position et envoyer l'infanterie pour le contourner. Romano regarde 2 soldats allemands, derrière un tronc d'arbre tombé. Il monte une mitrailleuse MG-42. Il ouvre le feu sans hésiter. Le mitrailleur s'effondre sur place. L'aide-mitrailleur s'apprête à saisir l'arme. Mais la deuxième rafale part. Les 2 hommes sont tués sur le coup. Mais le prix à payer arrive aussi. Il a tiré sur le même chêne, pendant 36 heures d'affilée. Chaque éclair de bouche servait à localiser les Allemands. À 11h17. Les mortiers allemands sont arrivés. Il a entendu le bruit sourd des tirs. 4 booms successifs. Le bruit devrait être celui d'un lance-roquette multiple de 81 mm à 4 tubes. À cette distance, le temps de vol du projectile est d'environ 12 secondes. Romanov se plaqua immédiatement contre le tronc d'arbre, réduisant son corps au minimum. La première salve atterrit à 40 yards. 4 explosions ont soulevé de la terre et des morceaux de chair. Les éclats sifflaient dans l'air. Les Allemands corrigent leurs tirs par tirs successifs. Le deuxième obus est tombé à 20 yards. C'est plus près. Le chêne est secoué violemment par l'onde de choc. Les branches au-dessus de sa tête sont pulvérisées. Ses oreilles bourdonnent. Selon les calculs tactiques, le troisième tir, le projectile devrait atteindre sa position avec précision. Mais le projectile n'est pas tombé.
Il a attendu 15 secondes, 30 secondes, et aucune explosion ne s'est fait entendre. Il a appris plus tard que le radar d'artillerie américain avait repéré la position des mortiers allemands et avait immédiatement appelé des tirs de barrage d'obusiers de 105 mm. Les mortiers allemands se sont retirés en toute hâte avant d'avoir terminé leur mission de tir. C'est de la chance, de la pure chance. Mais il a survécu après tout. Le reste du 19 décembre. Le champ de bataille est entré dans une étrange impasse. Il n'y avait plus de traces d'Allemands sur la route des bûcherons. Pas d'attaque d'essai. Seul un silence infini et un froid mordant accompagnaient Romano au sommet du chêne. Cette nuit-là, O'Brien est remonté dans l'arbre. Les Allemands vous bombardent au mortier, et vous osez rester là. Parce que ça marche. Romano regardait la route déserte, ton calme. Le 20 décembre 1944, jour de la bataille finale, Romano tenait déjà sur la position du chêne depuis 64 heures. Ses pieds étaient complètement engourdis, ses mains pouvaient à peine appuyer sur la détente. Les symptômes d'hypothermie commençaient à apparaître. Confusion mentale, somnole, pensée lente. Le froid ronge lentement sa vie. Mais la route forestière reste silencieuse. Pas de convoi de ravitaillement allemand, pas de renfort. Une défense menée seule. Il a vraiment coupé une ligne de ravitaillement allemande. Ligne de vie, 7h34. Les Allemands lancent leur dernière offensive. Cette fois, ils ont déployé une section entière, 41 hommes, accompagnés de 2 véhicules de soutien équipés de mitrailleuses lourdes. Les Allemands chargent, tentant de traverser cette route de la mort, avant qu'ils ne puissent tirer efficacement. Romano ouvre le feu avant qu'ils n'atteignent la portée optimale, à 900 mètres. Les balles atteignent précisément les troupes de tête. Les soldats allemands tombent les uns après les autres. Les autres véhicules accélèrent pour charger le véhicule blindé. La mitrailleuse tirait follement sur la pente. Le tir de suppression était écrasant. Romano ignorait les balles sifflantes, se concentrant uniquement sur le ciblage. Charger et tirer. Recharger et tirer à nouveau. Le premier véhicule d'accompagnement a atteint le cadavre du soldat allemand tombé au combat. Romano tire 3 balles, qui traversent le pare-brise du conducteur. Le véhicule perd le contrôle et percute violemment un grand arbre en bordure de route. Les soldats sautent précipitamment du véhicule. Il en abat 4 autres avant qu'ils ne trouvent un abri. Le deuxième véhicule d'escorte continue d'avancer. Romano tourne alors son arme vers le mitrailleur sur le toit. Le premier tir a manqué. Le deuxième a touché sa cible. La mitrailleuse lourde s'est tue instantanément. Il ne restait que des fantassins en déroute sur le champ de bataille. L'unité de 41 hommes n'en comptait plus que 28. Ils ont abandonné leurs casques et leurs armures. Ils cherchaient désespérément un abri dans la neige. L'offensive a été un échec total. Romano continue de tirer. 27 hommes. 26 hommes. 23 hommes. À 8h09, les Allemands restants traînent leurs blessés et se replient en désordre vers le nord, laissant derrière eux une route jonchée de cadavres. Romano compte les corps sur la route et confirme 18 tués. Cette attaque, faisant subir à la Wehrmacht au moins 25 pertes. Peut-être plus. La route forestière est devenue une zone de mort totale, couverte de cadavres et de véhicules incendiés, imprégnée d'une atmosphère de terreur glaçante. Toute personne qui tenterait de s'approcher y laisserait sa vie. Il a gagné à 14h47. Les renforts de la 2e division d'infanterie américaine sont finalement arrivés et ont rejoint l'escouade d'O'Brien. L'offensive allemande dans ce secteur est complètement stoppée, en partie à cause d'une pénurie de carburant, et en partie à cause de la résistance acharnée des Américains. La raison la plus importante est un sniper, qui rend une route impraticable. Le 20 décembre 1944, à 15h15, Romano descendit enfin du chêne. Il avait tenu 72 heures et 28 minutes dans cet arbre. Tiré 114 balles. Confirmé 87 morts, et avait complètement enfreint toutes les règles de la tactique de tir de précision de l'armée américaine. Au moment où ses pieds touchèrent le sol, ses jambes se sont dérobées et il est tombé au sol. O'Brien l'a immédiatement aidé. Il était rempli d'admiration. « Tu l'as fait, espèce de fou !» Romano n'a rien dit. Il serrait juste son fusil à mort, le regard vide fixé devant lui. Le 21 décembre, camp temporaire, installé dans une ferme à 5 miles à l'ouest. Romano est interrogé. L'officier de renseignement du camp, James Buchanan, n'a pas encore vérifié. Le major Harold Steinberg,
chef d'état-major, est assis en face de lui. Buchanan ouvre son carnet. Soldat de première classe Romano. Veuillez répéter l'intégralité de l'engagement. Romanov décrivait le choix de la position et la conception avec un ton presque détaché, en détaillant le calcul de la portée de visée, l'estimation des pertes par salve, sans aucune émotion, juste des faits froids. Steinberg l'interrompit brusquement. Vous avez tenu la même position pendant 3 jours consécutifs. Oui, mon capitaine. Vous savez que le règlement stipule qu'on ne peut occuper la même position que pour un maximum de 3 fois. Oui, mon capitaine. Vous connaissez le but de ces règlements, qui est d'éviter les tirs de contre-batterie de l'ennemi. Oui, mon capitaine. Tu choisis toujours de désobéir aux ordres. Romanov leva les yeux et fixa son regard dans ses yeux. La situation tactique exigeait de la flexibilité. Cette route forestière était une ligne de ravitaillement clé pour les Allemands. Si je me retire, les Allemands pourront acheminer leurs fournitures sans entrave. Nechayev se pencha en avant. Ce n'est pas à toi de décider. Tu n'es qu'un simple soldat de première classe. Ton devoir est d'obéir aux ordres, pas de modifier les ordres de bataille sans autorisation, sans vouloir t'offenser. Mon capitaine, le quartier général n'a pas conscience de la situation réelle sur le front. La décision que j'ai prise, c'est pour éliminer autant de soldats allemands que possible, et sauver la vie d'autant de soldats américains que possible. Vous désobéissez aux ordres, et mettez votre propre vie en danger. Oui, monsieur. Chen Xinchi se tut. Les doigts de Steinberg tambourinaient doucement sur le bureau, regardant par la fenêtre. Le bruit des canons au loin parvient faiblement. La bataille continue. Mais la dispute dans cette pièce à cet instant concerne le devoir du soldat et la flexibilité du champ de bataille. Buchanan prend la parole le premier. 87 tués confirmés. C'est une estimation prudente. En comptant les Allemands morts des suites de leurs blessures, les chiffres sont peut-être plus élevés. Et vous avez rendu cette autoroute complètement paralysée, obligeant les Allemands à faire un détour de 2 miles vers l'est, ce qui a ajouté 6 heures au temps de ravitaillement. Steinberg sort une carte et l'examine attentivement. C'est cette route. Il a pointé la route forestière sur la carte. Oui, monsieur. Les renseignements indiquent que les troupes allemandes dans cette zone souffrent d'une grave pénurie de munitions. La période exacte est du 19 au 21 décembre. Nous pensions que c'était leur logistique. Quelque chose a mal tourné. Il semble que ce soit toi qui aies coupé leur ligne de ravitaillement. Je n'ai fait que bloquer un axe d'approvisionnement. Il est impossible de juger de l'impact sur la logistique allemande globale. Steinberg et Buchanan échangèrent un regard. Buchanan referma son carnet, d'un ton grave. Soldat de première classe Romano, vous avez ouvertement désobéi aux ordres. Dans des circonstances normales, cela suffirait à justifier un procès en cour martiale. Désobéissance à un ordre légitime, mise en danger imprudente d'actifs militaires, changement tactique non autorisé. Romano resta silencieux, attendant calmement le verdict final. À ce moment, Steinberg se leva. Mais le résultat sur le champ de bataille est crucial. Un seul poste de sniper a causé 87 pertes ennemies. C'est une efficacité opérationnelle remarquable. La perturbation de la logistique ennemie nous a créé un avantage tactique significatif. Il se dirigea vers la fenêtre, en regardant la neige blanche et aveuglante par la fenêtre. La décision finale concernant votre cas est la suivante. Votre dossier de service conservera un avertissement officiel, un document attestant de votre infraction au règlement. Ceci vous accompagnera durant toute votre carrière militaire. Romanov hocha la tête. Ce résultat était dans ses prévisions. Steinberg se retourna, sa voix s'adoucissant. Mais il n'y aura pas de cour martiale. Pas de rétrogradation. Nous soumettrons également votre KO. Département de formation des tireurs d'élite. Pour une analyse tactique. Si vos tactiques, dans des conditions spécifiques, c'est tout à fait faisable. Nous devrons peut-être modifier le manuel du tireur d'élite sur les restrictions de circulation. Non, pas de problème, a ajouté Buchanan. Il faut être clair. Si tu as survécu, c'est purement de la chance. Ces bulles d'échappement auraient dû te tuer. Le prochain tireur d'élite qui ose faire ça n'aura peut-être pas autant de chance. Nous n'allons jamais encourager ce genre d'action solitaire qui se croit plus intelligent que le commandement. Je comprends, monsieur. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer que l'essence de la guerre est d'anéantir l'ennemi et de se préserver. Vous avez réussi les deux. Cela ne prouve pas que vous aviez raison de désobéir aux ordres, mais cela prouve au moins que vous êtes un soldat utile.
L'interrogatoire est terminé. Romanov quitte la ferme. Un avertissement est ajouté à son dossier de service. Mais il a aussi discrètement modifié la perception de l'armée américaine sur le tir de précision en défense. Dans les opérations défensives, quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit au sein du 99e régiment d'infanterie. Il n'y eut aucune annonce officielle. Personne n'allait proclamer publiquement comment un tireur d'élite désobéissant avait tenu bon dans un arbre pendant 3 jours. Mais le bouche à oreille des soldats fit que cette histoire continua de circuler. O'Brien raconta l'histoire à ses camarades de jeu. Le sergent-chef l'a raconté aux autres compagnies. En l'espace d'une semaine, tous les tireurs d'élite du 99e régiment d'infanterie avaient entendu parler de l'exploit de Romano. Certains l'ont traité de fou, pensant qu'ignorer les règles tactiques était une façon de se chercher des ennuis, qu'il n'avait survécu que par chance. D'autres y ont vu une souplesse tactique. Quand la situation sur le champ de bataille évolue, le manuel d'instruction n'est qu'une référence, et non une bible à suivre à la lettre. En janvier 1945, 3 tireurs d'élite avaient déjà tenté d'imiter sa tactique de tir statique lors de combats défensifs. L'un d'eux fut malheureusement tué par l'artillerie ennemie. Ont tous deux obtenu des résultats significatifs en matière de tir. Il s'est avéré que cette tactique était effectivement réalisable dans des conditions spécifiques. En février 1945, l'école de tireurs d'élite de la division a ajouté un nouveau cours, position de tir et tactique de maintien prolongé. Le nom de Romanov n'était pas dans le titre du cours. Officiellement, c'est le résultat d'une analyse tactique de la bataille des Ardennes. Mais tous les instructeurs savent bien que chaque tireur d'élite suivant ce cours entendra parler de l'histoire de Romano. Le message principal du cours n'est pas de désobéir aux ordres, mais de comprendre la situation sur le champ de bataille, ajuster tactiquement avec souplesse. En mars 1945, l'armée américaine a officiellement publié une version révisée de son manuel de tactique de sniper. Dans le chapitre 7, section 3, article 4 du manuel, une nouvelle disposition a été ajoutée. Dans les opérations défensives, si un soutien fiable des troupes amies est disponible et que les conditions topographiques sont favorables, le sniper peut quitter la même position. Limite de 3 tirs maximum. Adopter une tactique de tir statique. Mais il faut évaluer continuellement la menace de contre-sniping ennemi. Cette clause équivaut à légaliser la manière d'agir de Romano à l'époque. Le manuel ne cite que l'analyse tactique des opérations hivernales de 1944-1945. Aucun nom n'est mentionné. Aucune bataille spécifique n'est désignée. C'est juste une reconnaissance tranquille d'un fait. Parfois, tenir sa position est plus efficace pour infliger des pertes à l'ennemi que de se déplacer fréquemment. Romano n'avait jamais vu ce manuel révisé. En mars 1945, il fut transféré à l'état-major en tant qu'instructeur de tireurs d'élite. Ce n'est pas une récompense, c'est juste une décision pragmatique. Puisqu'il a découvert des tactiques efficaces, autant le laisser transmettre son expérience à plus de monde. Mieux vaut cela que de le laisser se sacrifier inutilement avant la fin de la guerre. De mars à mai 1945, il a formé un total de 43 tireurs d'élite. Il leur a appris à choisir leur position dans les arbres, comment calculer le retrait de la chasse, comment cultiver la patience, comment survivre dans le froid intense. Il leur racontera l'histoire de cette route forestière et expliquera sa logique de réflexion à l'époque. Évaluer la valeur tactique, calculer les risques, prendre une décision, ne fait pas preuve de bravoure aveugle. Il rappelait toujours à ses élèves qu'en phase offensive, un sniper statique, c'est un suicide. Mais en phase défensive, avec un soutien suffisant, la meilleure position est parfois celle où l'on ne bouge pas. L'essentiel est de savoir dans quel environnement de champ de bataille vous vous trouvez. Le 8 mai 1945, le jour de la victoire en Europe, Rommel a survécu. Son bilan de 87 hommes tués en 3 jours, ainsi que ses autres exploits pendant toute la guerre, lui ont valu l'ordre de l'Étoile d'Argent. Mais sur le certificat de la médaille, il n'y avait aucune mention de cette route forestière. Il était seulement écrit « Décembre 1944, service exceptionnel pendant la bataille des Ardennes ». En juillet 1945, il est reparti pour les États-Unis. Il a été démobilisé en août et est rentré à Brooklyn en septembre, après une longue absence. Romano ne parlait jamais de ses expériences de guerre. Quand ses amis lui demandaient ce qu'il faisait en Europe, il disait seulement qu'il était fantassin. S'ils insistaient pour avoir des détails, il changeait de sujet. Sa mère voulait contacter le journal local pour lui faire un article héroïque, mais il a catégoriquement refusé. Il a trouvé un travail à l'aéroport LaGuardia et est devenu mécanicien d'avion. Ce travail était simple et tranquille.
entretenir les moteurs, changer les pièces, s'assurer que les avions décollent et atterrissent correctement. Il aimait beaucoup cette vie. Sans coup de feu, pas de tir, juste le bruit des machines, un rythme de vie régulier. En 1948, il s'est marié. Sa fille, Teresa D'Angelo, était une voisine. Elle travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ils ont eu 3 enfants. Joseph, né en 1949, Maria, née en 1952, et Anthony, né en 1955. Romano n'évoquait ses expériences de guerre que rarement, une fois que les enfants furent adultes. Chaque 20 décembre, il appelait Patrick O'Brien, ce sergent qui avait survécu à la guerre, pour reprendre son métier à Boston. Il est devenu ouvrier du bâtiment. Chaque appel entre eux ne durait que 20 minutes. Ils parlaient surtout de choses banales à la maison, de leur situation au travail. C'était des conversations ordinaires. Parfois, O'Brien demandait en riant, « Tu es toujours aussi fou, mon gars ?» Romano répondait toujours, « C'est la folie tous les jours. » Il ne parle jamais de ce chêne, ni de cette route forestière. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Dès qu'il en avait l'occasion, Romanzo assistait aux réunions de ses camarades du 99e d'infanterie pour retrouver les vieux de la bataille des Ardennes, se serrer la main, prendre des nouvelles, boire une bière, parler des nouvelles. Soirée entre amis. Il était toujours assis tranquillement dans un coin, mais le regard des autres vétérans posé sur lui était empreint d'un respect tacite. Lors d'une fête en 1973, un jeune homme s'est approché de lui pour se présenter. « Je suis le lieutenant Michael Gray. J'ai enseigné à l'école de tireurs d'élite de la division de 1968 à 1972. Vous êtes Romano. C'est moi. J'ai enseigné la tactique que vous avez apprise à l'école. Tir de précision en défense statique. Cette technique m'a sauvé la vie 2 fois au Vietnam. » Romano hocha la tête. « Avez-vous fait des améliorations ? Nous avons augmenté les communications radio avec les troupes amies. Nous avons optimisé le plan d'évacuation lors de la contre-attaque du canon d'échappement. Mais l'idée centrale reste celle que tu avais à l'époque. Ce n'est pas une innovation tactique. C'est juste du bon sens militaire. » En 1944, l'armée américaine ne le voyait pas comme ça. Les idées de l'armée sont toujours changeantes. Ils ont discuté pendant 1 heure. Grec a demandé beaucoup de détails, des données de conception précises, mais aussi des techniques de gestion, des stratégies de survie en environnement glacial. Romano a tout révélé, tant que cette tactique pouvait sauver plus de vies. Il était prêt à partager tout ce qu'il savait. « Tu n'as jamais reçu de reconnaissance officielle. » Greco soupira. « Je n'ai pas besoin de reconnaissance, » dit Romano calmement. « J'ai juste besoin que les Allemands meurent, et que les Américains rentrent chez eux vivants. Rien de plus. » C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En 1982, Romano, âgé de 59 ans, a pris sa retraite de l'aéroport LaGuardia. Sa pension n'est pas très élevée, mais elle suffit pour vivre. Pendant sa retraite, il aime réparer des voitures dans son garage et rendre de petits services à ses voisins. Il emmène aussi ses petits-enfants au stand de tir dans le Nord, pour leur apprendre à tirer avec des carabines de calibre 22. Il a refusé toutes les demandes d'interview. En 1989, un historien militaire l'a retrouvé pour écrire un article sur un tireur d'élite de la bataille des Ardennes. Il a également décliné. Il n'y a rien à dire. J'ai juste fait mon devoir de soldat. Nous avons gagné la guerre. C'est toute l'histoire. Les historiens ne l'oublient pas, mais votre tactique a changé le manuel de tir de précision de l'armée américaine. C'est très important dans l'histoire militaire. Beaucoup de gens sur le champ de bataille ont changé de tactique. La plupart d'entre eux y ont laissé leur vie. J'ai juste eu de la chance. Ce n'est pas vraiment une légende. 87 hommes tués en 72 heures. C'est un exploit extraordinaire, quoi qu'on en dise. Les pensées de Romano reviennent à cette route forestière rougie par le sang. Reviennent au visage de ces soldats allemands, âgés de 18 ou 19 ans. C'étaient des ennemis, je les ai tués. C'est la guerre. Rien d'extraordinaire. Finalement, cet historien n'a pas pu terminer son article. Le 3 février 1997, Wayne, 74 ans, Romano est mort dans sa maison de Brooklyn. Il est décédé d'une crise cardiaque. Il est parti paisiblement. Sa femme, Teresa, l'a trouvé, assis sur une chaise dans le garage, comme s'il s'était simplement endormi. Beaucoup de gens sont venus à l'enterrement, sa famille et ses voisins, et quelques anciens camarades du 99e régiment d'infanterie. Patrick O'Brien, 76 ans, soutenu par sa canne, est venu de Boston pour les funérailles.
Les funérailles de Romano sont célébrées avec les honneurs militaires. Le cercueil est drapé du drapeau américain. 3 coups de feu sont tirés. Le clairon sonne le couvre-feu. L'avis de décès publié dans le Brooklyn Eagle est très bref. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, 99e division d'infanterie. Les vétérans de la campagne d'Europe, survivants de la bataille des Ardennes, n'ont pas mentionné la route des bûcherons. Ils n'ont pas mentionné la position Hawk, et encore moins la légende de 87 tués en 72 heures. Ce record de combat, il est comme d'innombrables soldats anonymes. Retenu dans la mémoire de sa famille, enterré par l'histoire, il a terminé sa vie avec calme et dignité. Lors de la réception après les funérailles, les 3 enfants adultes d'O'Brien et Romano étaient assis ensemble. Joseph prit la parole et demanda « Quel était mon père sur le champ de bataille ?» O'Brien réfléchit un instant, puis dit lentement « C'est la personne la plus courageuse et la plus calme que j'ai jamais vue. Quand la situation de combat a complètement dégénéré, tout le monde a paniqué. Seul lui est resté lucide. Pour faire ce qui devait être fait, il ne parle jamais de la guerre. Ceux qui ont vécu l'enfer ne veulent généralement pas s'en souvenir. » Maria a insisté. « Athée, il accomplit des exploits sur le champ de bataille. Nous savons seulement qu'il a reçu des médailles. Mais nous ignorons ce qu'il a fait. » O'Brien sourit. « Il a sauvé la vie de beaucoup de gens. Peut-être des centaines, peut-être plus. Il a changé le manuel de tir de l'armée américaine. Mais il n'a jamais cherché à s'en attribuer le mérite. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait jamais ces choses pour la gloire. Mais simplement parce que quelqu'un devait le faire. » Le plus jeune, Anthony, hocha la tête. C'était tout à fait dans son style. O'Brien regarda les 3 enfants devant lui. Ils étaient pour. « Je ne savais presque rien des états de service de votre père. Mais j'ai hérité de son mutisme. Et de son caractère travailleur. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. » La voix d'O'Brien s'abaissa. « Votre père a désobéi aux ordres. Il a volontairement pris le risque d'un conseil de guerre et du sacrifice, simplement parce qu'il avait trouvé un moyen d'éliminer plus d'Allemands et de sauver des soldats américains. Plus tard, l'armée a approuvé sa tactique et a modifié le manuel, mais il n'en a jamais fait étalage. Il est simplement retourné calmement à sa vie normale. » Youssouf lui demanda avec impatience. « Que as-tu fait exactement ?» O'Brien a enfin révélé cette histoire oubliée. Ce chêne de 40 pieds de haut. Cette route forestière mortelle, 72 heures de lutte pour la survie. Un bilan de 87 tués, les mortiers qui sifflaient. Et cet avertissement consigné dans les archives, ainsi que ce changement tactique survenu discrètement. L'histoire est terminée. Les 3 enfants restent silencieux un long moment. Maria dit en sanglotant, « Nous n'avons jamais su. Il ne nous en a jamais parlé. Il ne voulait pas que vous le sachiez. » O'Brien soupire. Il voulait juste être votre père, pas un héros de guerre. Teresa, qui était assise à côté en écoutant silencieusement, s'est approchée à ce moment-là. Elle s'est assise près des enfants. Il fait parfois des cauchemars, surtout en décembre. Il se réveille en tremblant. Mais il ne veut jamais dire ce dont il a rêvé. Je lui ai demandé une fois. Il dit seulement que j'ai tué beaucoup de gens. Certains le méritaient, d'autres n'étaient que des enfants obéissant aux ordres. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça. O'Brien hocha la tête. Son regard était plein de compréhension. C'est ça, la différence entre un soldat et un tueur. Un vrai soldat. Il se souviendra de chaque personne qu'il a tuée. Cette route forestière existe toujours. Mais elle a été asphaltée. Et fait désormais partie du réseau routier de l'Est de la Belgique. Les touristes qui la traversent en voiture ignorent totalement que cette route a été le théâtre d'un duel de snipers palpitant. Il n'y a pas de monument ici, pas de plaque historique, juste une route ordinaire traversant la forêt. En 1994, un historien militaire belge, en étudiant la bataille des Ardennes, a découvert par hasard, dans le journal de guerre de la 12e division blindée allemande, une mention, du 18 au 20 décembre. Nous avons été harcelés par des tireurs d'élite ennemis. Nos lignes de ravitaillement ont dû être déviées. Les troupes de reconnaissance ont subi de lourdes pertes. Cet historien a consulté les archives américaines. Et dans le rapport d'après-guerre du 99e régiment d'infanterie, il a trouvé une description d'INHW. Opération de tireurs d'élite dans la zone 7B, causant des dommages importants à la logistique ennemie. Il a essayé de trouver le nom de ce tireur d'élite, mais a découvert que tous les dossiers étaient caviardés. Les autorités ont refusé de fournir le dossier complet, au motif de la protection de la vie privée. Finalement, dans l'article de recherche publié par cet historien, il ne restait que cette phrase. Du 18 au 20 décembre 1944,
Un tireur d'élite américain non identifié, près de Rorat, en Belgique, a causé environ 85 à 90 victimes allemandes par une tactique de tir de précision statique. Il a réussi à appliquer la tactique de tir de précision à des opérations défensives, fournissant un exemple précieux d'innovation tactique. Cet article, largement cité par les historiens militaires et les experts en tactique. La tactique de tir de précision statique est également devenue officiellement la norme pour l'entraînement des tireurs d'élite américains. Le contenu ne mentionne pas le nom de Vincent Romano, ne mentionne pas ce gamin fauché de Brooklyn, ce jeune qui chassait les pigeons sur les toits, ce soldat de première classe qui se battait jusqu'au sang au sommet du chêne. Seules les tactiques elles-mêmes, seuls les résultats concrets, seule l'évolution silencieuse de la pensée militaire, au milieu du feu et du sang. L'innovation en temps de guerre ne vient jamais des spéculations, des généraux devant leurs cartes dans les états-majors. Ce n'est pas non plus issu des règlements rédigés sur papier par le comité. Il émane des soldats qui se sont battus vaillamment au front, qui ont fait face à la brutalité du champ de bataille, saisi l'essence du problème, calculé les risques et les bénéfices, et ont ensuite agi avec détermination, même au risque d'enfreindre les ordres. Romano a repéré une ligne de ravitaillement soutenant l'offensive ennemie. Il a jugé que couper cette route était plus important que de suivre le règlement. Il a accepté le risque d'un procès militaire et du sacrifice. Il a tenu 3 jours au sommet d'un chêne, abattant chaque ennemi qui tentait de s'approcher, jusqu'à ce que cette route devienne complètement une zone de non-droit. L'armée a voulu le punir pour insubordination, mais n'a pas pu s'empêcher d'adopter ces tactiques. Ils ont donc pris une décision qui arrangeait tout le monde. Lui ont donné un avertissement, tout en s'inspirant de sa méthode, attribuant le mérite de l'innovation tactique à l'armée. Mais il a progressivement oublié le soldat qui avait créé la tactique. Les vrais héros ne recherchent jamais la gloire. Ils font ce qu'ils doivent faire, assument les conséquences, et s'en vont pour retrouver leur vie normale. Romano a abattu 87 Allemands en 72 heures. Ce n'était pas par chance, ce n'est pas l'équipement de pointe, mais une vérité qu'il a comprise. L'arme la plus mortelle au combat n'est jamais celle qui est la plus rapide, mais celle qui ose tenir bon et ne jamais reculer.